Bien, bonjour à tous. Alors, je me présente, Flavie Antérion. Je suis en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire donc consacré aux solutions de ventilation dans le cadre du décret tertiaire et de la RE 2020. C'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Et vous le savez, Francaire participe depuis des années à proposer des solutions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Alors, plusieurs intervenants se sont réunis dans le cadre de ce webinaire pour partager leur expertise sur les stratégies à adopter dans le cadre du décret tertiaire et de la RE 2020 dans les bâtiments neufs ou existants. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille Yann Lasbat, directeur de projet qualité environnementale, construction, immobilier durable au sein de la Socotec. Céline Desportes, chef marché tertiaire, et Rudy Rago, expert technique offre tertiaire, qui font tous deux partie de la maison Francaire. Grosso modo, comment ça va se passer? On va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. On prendra 15 minutes en fin de séance pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite à poser vos questions directement dans l'onglet dédié sur votre droite, l'onglet questions. Voilà, donc on prendra le temps à la fin pour y répondre. Et je vous invite également à activer le plein écran sur vos ordinateurs, tout simplement pour voir un petit peu mieux les slides. Voilà, écoutez, surtout, n'hésitez pas à échanger. Bon webinaire à tous et je passe la parole à Céline. Merci Flavie. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire de découverte consacré aux solutions de ventilation dans le cadre du décret tertiaire et de la RE 2020. Ce webinaire est co-animé avec la Socotec Immobilier Durable, comme l'a dit Flavie juste avant. L'idée, c'est vraiment de partager nos connaissances, de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur ces thématiques qui sont d'actualité. Pour démarrer, une petite introduction. Donc, on est évidemment dans un contexte réglementaire en plein changement, avec vraiment une performance énergétique qui est au cœur des préoccupations des bâtiments tertiaires. Le décret tertiaire puis la RE 2020 vont vraiment changer les codes de la rénovation et respectivement du neuf, tourner vers plus de réduction de consommation énergétique, plus de réduction d'empreinte environnementale des bâtiments, tout en maîtrisant, respectant le confort de l'occupant. Donc l'enjeu de ce webinaire est très très simple. Quels sont les challenges à relever, que ce soit en matière de décret tertiaire, donc sur la rénovation, ou de RE 2020, de ce qu'on en sait de la RE 2020 sur les bâtiments neufs, et comment s'y prendre. Rapidement, donc, on fera le point sur les enjeux du décret tertiaire de la RE 2020, quels sont les challenges importants à relever, comme on le disait juste avant, quelles sont les solutions à privilégier en matière de ventilation, et puis quelle est la démarche projet à adopter. Je laisse la parole à Yann. Merci, bonjour à toutes et à tous. L'idée aujourd'hui, comme l'a précisé mes chers collègues, de pouvoir faire un petit débrief sur la partie décret tertiaire et RE 2020, en essayant de les aborder sous un angle un petit peu différent. On sera ravis de répondre à vos questions tout à l'heure. Je vous propose qu'on commence par la présentation du décret tertiaire. Alors, de façon très schématique, le décret tertiaire est un décret qui est issu de la loi Elan et qui impose, je dirais, pour les propriétaires occupants de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés à consonance tertiaire, de réaliser un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir développer ensemble. Concrètement, le décret vise une réduction des consommations énergétiques avec des objectifs dans le temps. Donc, je le rappelle, pour une surface de plancher de plus de 1000 mètres carrés, on raisonne en toute énergie confondue. Et l'objectif, c'est d'arriver à un effet dégressif qui va crescendo en fonction des années, d'arriver à une réduction de consommation de 40% en 2030, donc avec des objectifs qui sont quand même assez ambitieux, et après de monter en 2040 à 50% et 2050 à 60%, versus une année de référence qu'il faudra définir au tout début de la mise en place de ce décret. Concrètement, on est sur quelque chose qui est assez contraignant. On fonctionne comment? On fonctionne sur des
sur des bâtiments qui sont existants à partir de fin novembre 2018 pour des surfaces, comme je l'ai dit, de plus de 1000 m². On raisonne sur la France métropolitaine. Alors évidemment, il y a certains bâtiments, comme je l'ai expliqué comme je l'ai précisé dans le slide, qui ne sont pas soumis à ce décret tertiaire. Mais grosso merdo, ça comprend quand même un certain nombre de bâtiments de bureaux, d'écoles, de banques, d'hôpitaux, les entrepôts, commerces. Voilà, on est quand même sur un panel assez large. Donc, comme je l'ai expliqué, on peut avoir différentes configurations. On peut avoir effectivement soit un bâtiment qui héberge uniquement une activité tertiaire, c'est le petit schéma de gauche que vous voyez ici. On peut avoir aussi des bâtiments à usage mixte qui habitent des activités tertiaires. Donc là, on va être concerné. Ou alors effectivement avoir un raisonné au niveau d'un ensemble de bâtiments. Donc il existe tout un tas de configurations qui sont possibles pour les grandes lignes du décret tertiaire. Alors, tout bâtiment qui va être soumis à ce décret tertiaire va devoir définir une année de référence, donc entre 2010 et 2019, ce qui permet quand même d'avoir un panel et un choix de réflexion qui est plutôt intéressant. Et après, comme je vous l'ai expliqué, d'avoir un système dégressif un système de réduction des consommations énergétiques sur 2030, 2040, 2050 avec à chaque fois des objectifs. Alors là, on raisonne en valeur relative et effectivement, on peut, et c'est tout à fait contextuel, de raisonner aussi également en valeur absolue par rapport à un équivalent RT 2012 pour 2030. Après, effectivement, plus on va avancer dans le temps et plus l'équivalence sera faite évidemment sur les RE correspondantes, donc RE 2020 en 2040 et RE 2030, on ne sait pas peut-être, en 2050. Voilà un petit brief du décret tertiaire. On va y revenir un peu plus après sous une forme plus planning qui vous permettra aussi de vous projeter aussi sur ce qui reste à faire. On a essayé avec Céline et Rudy et toutes les équipes de Francaire de le présenter sous un mode aussi projet pour que le client puisse et que les futurs clients puissent se projeter aussi sur qu'est-ce qu'on fait, comment on l'aborde sur cet aspect à la fois, je dirais, produit. Et là, je laisserai la main à Céline qui est bien plus calée que moi et plus sur l'aspect aussi assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, comment on se projette. Sur la partie RE 2020, on a fait un gros travail. Alors, alors je sais pas nous, nous on n'a rien fait, mais c'est plutôt le législateur et les différents gouvernements ont travaillé. Rappelons-nous, depuis 1974, on a quand même fait un gros travail depuis. Au départ, en intégrant l'aspect réglementation énergétique plus sur le résidentiel. Après, tout doucement, on a fait un effort sur les différents systèmes qui accompagnent ce bâtiment, en y incluant la partie chauffage eau chaude sanitaire, intégrant tout doucement l'éclairage, puis la climatisation. Et puis après, on s'est dit, c'est bien, ok, mais il est intéressant aussi de raisonner par rapport au bâtiment. On est passé en fait d'une réflexion très basique, parce que le sujet était nouveau, à une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus pertinente. Un exemple très simple. La première façon de faire un bâtiment bioclimatique, mais il a fallu quasiment 30 ans pour faire ça, et pour arriver à cette conclusion, c'est déjà son orientation par rapport au soleil. Ça paraît bête à dire, mais on est passé un petit peu sur ce type de réflexion. Et tout doucement, pour arriver vers une implémentation environnementale, plus seulement traitée sous l'aspect énergétique, mais aussi sous l'aspect carboné. Et c'est l'idée qui est intéressante à faire passer. Et au travers de ces deux thèmes, donc la partie énergétique et la partie carbonée, on va voir qu'il y a différents sujets qui reviennent et qui se mettent en exergue, notamment sur la partie, je dirais, je cherche le terme, sur la partie confort d'été, à titre d'exemple. On va le voir plus en détail. Alors, aujourd'hui, si on dit, on présente une petite synthèse des différences entre l'ART 2012 et l'ART 2020, on a des usages qui sont
au niveau de la RT 2020 beaucoup plus conséquent. On ne s'arrête pas seulement, je dirais, à la partie chaud, froid, eau chaude, éclairage et auxiliaire. On va chercher des choses un peu plus, je dirais, concrètes au niveau des appareils électroménagers, des appareils, je dirais, secondaires, mais qui consomment malgré tout. L'idée, c'est de réfléchir aussi à la notion de pilotage et de surveillance. On a vu aussi que la GTB va être très bientôt obligatoire dans les bâtiments. Donc, on a compris aussi qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'est-ce que je fais pour moins consommer, c'est comment je pilote mon bâtiment. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Et après, c'est sur les grands principes de base de la construction et du bâtimentaire, en essayant à chaque fois de se réinventer et ne raisonnant pas uniquement sur la partie, je dirais, isolation, mais aussi de quelle façon je produis mon énergie et quelle empreinte je laisse, quelle empreinte mon bâtiment laisse. Rappelons-le, mais je pense qu'on l'a à peu près tous en tête. Avant de parler de RE 2020, on a beaucoup parlé du label E+, C-. Le label E+, C- n'était qu'un label d'expérimentation. Ce n'est pas péjoratif, mais je dirais que c'était les prémices de la RE 2020 qui ont permis d'avoir cette approche à la fois énergétique et carbonée qu'on n'avait pas forcément, qu'on n'avait pas du tout d'ailleurs dans la RT 2012. Donc on va vraiment travailler sur ces deux aspects. Alors quel est le calendrier ? Et ça aussi, c'est très important d'avoir cette approche planning et calendrier, que ce soit pour le décret tertiaire, que ce soit pour la partie RE 2020. Très concrètement, c'est presque un sitcom. On l'attendait plus, elle est arrivée, et puis après ça a été retardé. Enfin, on a été dans un contexte un petit peu, puis il y a eu le contexte sanitaire qui a voulu que. Aujourd'hui, le fait est que à fin d'année 2020, les décrets et l'arrêté logement, puis la partie bureau et enseignement ont été mis en consultation. Alors, je pense que sur le premier trimestre 2021, les textes vont commencer à apparaître et l'entrée en vigueur va se faire en été 2021 dès que le contexte sanitaire, nous l'espérons, sera un peu plus clément pour une mise en application, une entrée en vigueur du label sur le deuxième semestre 2021 et une mise en application globale sur 2022. C'est un peu la tendance aujourd'hui qui est donnée. Notons aussi un point important, c'est que vous aviez l'habitude d'entendre un nombre d'indicateurs à ne pas dépasser, comme le CEP, le BBio et le TIC sur la RT 2020, sur la RT 2012, pardon. On est passé de 3 indicateurs RT 2012 à 6 indicateurs. On n'a pas forcément eu la prétention de les présenter tous, mais il y a une ou deux slides où on fait un petit focus sur quelques indicateurs. On pourra y revenir après si vous le souhaitez, mais ce n'était pas l'objectif du webinaire. Ça tombe bien, on a fait quelques exemples de modifications, notamment sur le BBio et le CEP. Je voulais y revenir. Il va y avoir des exigences, notamment sur la partie BBio, notamment sur les exemples d'étanchéité, les exigences d'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Il va y avoir des calculs sur les ponts thermiques qui vont être remaniés. On va inclure plus de matériaux biosourcés, ce qui est très bien, et travailler également sur la partie protection solaire. Voilà, je dirais les grandes lignes. Sur la partie consommation d'énergie primaire, clairement, il va y avoir une extension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des usages par rapport à ce qu'on pouvait retrouver dans la RT 2012. Et après, toutes les approches énergétiques qu'il peut y avoir et qui composent la vie du bâtiment, c'est-à-dire une valorisation de toute l'énergie de type ENR, donc le photovoltaïque en fait partie, une modification du coefficient en énergie primaire. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà pu, vous avez déjà dû voir passer dans les médias. Voilà ce type de modification qui peut être intégré. Le DH, qui est le degré d'inconfort estival, va être également pris en considération. Et toujours, pourquoi je parle de ces notions-là, c'est parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir les introduire ensuite sur la notion de confort d'été,
et notamment les notions aussi de pilotage, et ça, mes collègues de chez Francaire vont pouvoir en parler. Mais voilà, il y a une notion de respect d'un degré d'ordre d'un confort en été qui est pris en considération. À titre d'exemple, il y en a d'autres, hein, mais bon, l'idée, c'était pas forcément de... Alors, quelles sont les images et quels sont les points d'impact organisationnel qu'il faut avoir en tête? C'est que, en amont du projet, on est dans une réflexion de conception qui est repensée en choisissant des équipements biosourcés, en raisonnant en termes d'analyse de cycle de vie et surtout au niveau des méthodes de calcul qui vont être repensées. Pendant le chantier, ça va être aussi de travailler sur des autres modes constructifs. On a beaucoup parlé du bois, mais également, je pense que le biosourcé va prendre un vrai up. Et surtout, cette notion d'économie circulaire derrière, qui est intéressante. Pas forcément à essayer de racheter des choses qui existent, mais de voir, dans le cas d'une réhabilitation, par exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériaux et quels sont ceux qui peuvent finalement repartir dans la vie du chantier. On a du bois de menuiserie et qu'est-ce qu'on peut en faire, soit sur le chantier, ça peut être une occasion, soit partir sur un système d'économie circulaire pour favoriser aussi peut-être des personnes qui sont en situation précaire. Et en fin de chantier, ça va être aussi de travailler sur cette notion de performance qu'on a souhaité en conception, avec des mesures de perméabilité à l'air, des mesures de débit de ventilation. Je parlais des ponts thermiques tout à l'heure aussi. Encore une fois, l'idée, c'est de qu'est-ce qu'on a souhaité faire en conception et versus la réalité, parce que c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et derrière, d'arriver à de pouvoir être dans une notion de délivrance, que les paramètres de la RE 2020 ont bien été considérés. Impact financier, on entend un petit peu tout et son contraire. Certains dossiers de presse qu'on a pu balayer parlent de 10% en plus par rapport à un choix de construction actuel. Je pense qu'en tablant sur un ratio à 10%, on n'est pas trop, 10 à 15%, on n'est pas trop loin. On peut monter, on entend certaines études qui montent jusqu'à 24%. Je pense qu'à 10% entre 10 et 15%, ça semble plutôt une approche raisonnable sur les impacts par rapport à une RT 2012, un choix constructif RT 2012, bien entendu. Alors, remember, bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a 3 notions, à mon sens, qui sont pas forcément, je dirais, constitutives de la RE 2020 dans son intégralité, mais qui sont 3 points de focus très importants. C'est la notion de confort d'été, la notion de performance énergétique, avec la notion de pilotage aussi. Je parlais de GTB tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Et la notion de choix constructif. On a dans ces 3 petits nuages une approche énergétique et une approche carbonée. Diminuer l'impact sur le climat, et encore une fois en raisonnant en termes de résilience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bâtiments sont de plus en plus soumis aux impacts climatiques, de plus en plus contraints de s'adapter, et construire un bâtiment qui est capable à la fois d'être agréable pour ses occupants, mais qui est capable aussi d'évoluer peut-être dans le temps, c'est peut-être aussi ça la stratégie de demain. Ça, c'est le premier point, donc là, confort d'été. Deuxième point, c'est aussi d'être dans une logique de suivi, de pilotage et de plus se poser la question, même si c'est un coût, de savoir comment on pilote son bâtiment au niveau énergétique. Et deuxième point, c'est le troisième point, pardon, c'est tout ce qui est approche de choix constructif et comment on raisonne bas carbone. Voilà. Je laisse la parole à mes collègues de chez Francaire. Merci. Là, ça a l'air mieux. Oui, tout à fait. J'ai eu un problème. Oui, allô? Ah, d'accord, ok. De solutions, on a beaucoup parlé de confort d'été dans les bâtiments tertiaires, donc parlons de solutions pour cette notion de confort d'été. Donc c'est vrai que durant les étés caniculaires, que l'on vit dû au changement climatique, le confort de l'occupant, notamment dans le bâtiment tertiaire, mais aussi dans le logement personnel, est bien mis à mal. Quand on parle de confort d'été, on veut parler du fait de maintenir une température d'air relativement fraîche,
dans ces périodes caniculaires sans avoir forcément recours à la climatisation. Il existe un certain nombre de solutions, comme l'orientation du bâtiment qu'a évoqué Yann, ou alors le choix des matériaux, le choix des parois, qui peuvent être prises en compte pour privilégier la préservation du confort d'été. Mais la ventilation a un rôle à jouer qui n'est pas négligeable. On peut estimer son impact sur la température intérieure de l'ordre de 2 à 5 degrés, lorsqu'on a un système en face performant. Regardons un petit peu plus dans le détail. Donc, si on commence par une solution très basique mais efficace qui est utilisée depuis de nombreuses années, notamment dans les pays tropicaux, on parlera des brasseurs d'air, qui sont finalement des équipements qui permettent une homogénéisation des ambiances par la circulation d'air constante, et qui peuvent nous apporter un gain de l'ordre de 2 degrés sur le ressenti, tout en ayant une situation confortable d'un point de vue acoustique. Donc, ces brasseurs d'air qu'on avait chez nos grands-parents, finalement, ils peuvent être utilisés dans les bâtiments tertiaires. Il existe des versions dans les bâtiments tertiaires et ils ont une efficacité énergétique plutôt optimale, avec par exemple 70 watts de consommation pour un diamètre de 1200 pouvant brasser jusqu'à 10 000 mètres cubes heure. Ce sont des produits qui sont peu ou relativement peu consommateurs. Ils peuvent apporter une sensation de confort intéressante. J'arrive pas à faire. Ouais. Le deuxième point à considérer en matière de ventilation est la ventilation double flux. On en parle énormément pour ses qualités énergétiques, de performance énergétique, mais le confort d'été joue un rôle, elle permet aussi de jouer un rôle sur la notion de confort d'été. De par, premièrement, sa régulation, dans lequel on va trouver des fonctionnalités qui nous aident à augmenter le confort d'été. Donc, les notions de, par exemple, free cooling, qui permettent de faire entrer l'air frais directement, l'air frais extérieur, excusez-moi, directement dans un local. Lorsque on atteint une température, eh bien, on va avoir un bypass de l'échangeur qui va nous permettre de faire entrer l'air frais de la nuit, par exemple, ou de l'intersaison, directement dans le local. Donc, ça nous permet d'améliorer notre situation à l'intérieur de la pièce au travers de ce système-là. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est la surventilation nocturne, qui est un mode de dérogation, finalement, de fonctionnement en inoccupation. Donc, c'est un peu sur les mêmes clés d'entrée que le free cooling. On va avoir des ventilateurs qui vont se mettre à fond sur des conditions données. On n'aura plus de gestion, évidemment, de la température, du débit ou même du niveau sonore, mais on va pouvoir rafraîchir finalement un peu gratuitement l'air intérieur. Ça, c'était pour la partie fonctionnalité en matière de régulation. On a un autre moyen associé à la ventilation double flux qui est le principe du module adiabatique sur l'air extrait. Donc, l'adiabatique, tout le monde connaît. On a un flux d'air chaud et sec qui va passer au travers d'un jet d'eau. Lorsque le jet d'eau va se vaporiser, on va avoir le flux qui va se refroidir. Si on place ce module sur le côté air extrait, on ne va pas introduire d'humidité dans le local à traiter et on va augmenter finalement le delta T au travers de l'échangeur, ce qui va nous amener à avoir une température d'air soufflé améliorée par ce système. Donc, ça nous permet d'avoir jusqu'à 5 degrés complémentaires au soufflage par rapport à une double flux classique. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était la récupération thermodynamique. Donc, lorsqu'on a une centrale double flux avec un échangeur intégré qui permet de récupérer de l'énergie, si on y associe à l'intérieur une PAC dans le casing de la CTA, on va pouvoir faire une récupération très haute performance. Donc, on va récupérer, en plus de la partie échangeur, on va récupérer sur la pompe à chaleur. Donc, ça nous permet d'augmenter finalement notre capacité de récupération d'énergie. Et ça va nous permettre d'abaisser la température intérieure de plusieurs degrés. Donc ça, c'était pour les moyens de rafraîchir, d'apporter du confort complémentaire autour de la ventilation double flux. Donc, en synthèse de ce qu'on vient de se dire, pour le confort d'été, en matière de solutions, on a les brasseurs d'air qui sont basiques mais efficaces, et on a la partie ventilation double flux avec les fonctionnalités
de régulation embarquée, avec la possibilité d'avoir des modules adiabatiques sur l'air extrait, et puis la possibilité d'intégrer des modules pompe à chaleur intégrés dans la double flux. Si on se focalise maintenant sur la partie performance énergétique et solutions pour la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires, qui était aussi un mot-clé important qui se dégageait des textes réglementaires qui ont été présentés par Yann. En matière de ventilation, le poste de consommation de la ventilation représente à peu près 20% du total. Quand je dis total, c'est en prenant en compte l'éclairage, le chauffage, etc. Donc, réduire les consommations sur le poste de ventilation joue forcément un rôle sur la performance énergétique du bâtiment complet. En matière de réduction des consommations de ventilation, il y a plusieurs actions à considérer qui ont un ordre finalement en matière de priorité. La première étape, c'est mettre en place une régulation sur l'installation pour maîtriser les coûts de la facture énergétique, pour maîtriser les coûts en matière de maintenance et également équilibrer via la programmation horaire ou d'autres systèmes les enclenchements des différents équipements par rapport aux besoins. La deuxième étape, si on a effectivement déjà une régulation prévue sur l'installation, c'est de mettre en place des équipements performants. Par exemple, les équipements qui vont tourner 24 heures sur 24 ou les équipements qui sont les plus sollicités, de les remplacer par des équipements plus performants et dans un cas complémentaire aussi, de mettre en place de la modulation débit, notamment lorsqu'on a une présence intermittente dans une zone ou dans un bâtiment au global. Le deuxième axe d'action qu'on peut imaginer si on a une régulation des équipements performants et on a en plus mis en place de la modulation de débit, c'est de penser à des moyens qui permettent d'effacer les consommations sur le ou les postes les plus énergivores. Donc, je cède la parole à Rudy qui va revenir plus en détail sur les systèmes évoqués. Merci Céline. Du coup, moi, je vais utiliser le micro de l'ordinateur. Il y a de la réverbération dans la pièce. Si vous entendez un écho, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je vais essayer de reconnecter mon micro. Du coup, sur ma part, donc comme on l'a vu avec Céline, sur l'efficacité énergétique, mettre en place une régulation sur l'installation. Qu'est-ce que ça représente? On l'a vu aussi un peu avec Yann sur l'importance de la GTC et son obligation dans peu de temps. Donc, mettre en place une régulation sur l'installation, c'est quoi? C'est d'abord sur un programme horaire, c'est-à-dire que dans un bâtiment tertiaire, on n'y est pas tout le temps. Actuellement, je travaille dans le bureau, on est en pleine semaine, mais si le week-end, il n'y aura personne, pas besoin de ventiler. C'est l'optimisation du fonctionnement par rapport aux conditions extérieures. Pareil, ça, c'est des termes que vous avez entendus juste avant sur le free cooling, free heating, night cooling, surventilation nocturne. C'est-à-dire qu'on va utiliser les conditions extérieures pour rafraîchir ou réchauffer, selon les situations. Surtout rafraîchir dans notre cas, gratuitement l'air en apportant de l'air neuf. Ça va être des reports d'alarme, des encrassements de fil, des reports d'alarme sur du non-fonctionnement de la machine, un sous-fonctionnement de la machine ou des encrassements de filtres. Ça, c'est très important parce qu'un filtre encrassé fait forcer le motoventilateur, un motoventilateur qui force. C'est de la consommation énergétique en plus. Je reviens encore une nouvelle fois parce que c'est un axe super important sur la mise en place de la régulation, sur la GTC, GTB, sur différentes typologies de communication. Mais de cette mise en place-là, c'est vraiment le top pour remonter toutes les informations qu'on veut. Et la gestion des paramètres de la maintenance préventive. Pareil, soit par des contacts d'alarme, des reports d'alarme directement de la régulation du produit, de la machine, ou des reports d'alarme ou des timers de consommation, des timers d'efficacité qui peuvent être mis via une intégration en GTC ou en GTB. Ça, c'était le premier point. Sur un deuxième point, sur mettre en place la régulation, il y a aussi mettre en place des équipements performants. Et des équipements performants, on va remercier quand même certaines réglementations qui ont permis à la ventilation de s'appuyer sur des évolutions technologiques de plus en plus pour répondre à cette performance-là. On va commencer par les échangeurs double flux. Les échangeurs double flux, on va tirer l'efficacité au maximum, c'est-à-dire que les réglementations vont commencer à nous imposer des efficacités échangeurs supérieures à 73%. C'est pour ça qu'on a vu certaines technologies s'effacer pour voir certaines autres technologies avoir plus de place sur le marché, donc comme le contre-flux. Des régulations intelligentes embarquées. Je ne vais pas vous refaire un laïus sur la régulation, je viens de vous en parler, donc le pourquoi du comment. L'importance de la régulation embarquée aussi, au final, je ne vous en ai pas parlé juste avant, mais c'est le lien qu'elle va avoir avec la motorisation ventilation ECM.
donc les ventilations, les moteurs à commutation électronique. Donc, cette motorisation-là qui vont nous permettre déjà, qu'on appelle aussi basse conso, qui vont nous permettre de moins consommer et de contrôler encore plus efficacement, aussi avec la régulation, et une offre large de sondes QAI sur le marché pour vraiment tout polluant, le NOx, le CO2, le COV, les formaldéhydes. Vraiment pour venir contrôler le débit en fonction d'un polluant et pas juste ventiler en ouvrant les fenêtres à fond. Tout ça, tous ces produits-là, vraiment pour l'avancée de la performance énergétique et équipés de standards sur les machines. Du coup, un autre terme que vous avez entendu sur la modulation des débits, pourquoi on vient moduler les débits? Pour venir ventiler, comme je vous l'ai dit, hein, pas ventiler entre guillemets fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'on va venir ventiler au juste débit par rapport à la présence des personnes. En tout cas, à la présence des polluants ou des personnes, CO2 étant polluant. Deux grandes familles dans la modulation des débits. On va avoir les cas de présence discontinue, où on va avoir deux cas possibles dans ce scénario-là. C'est-à-dire que vous avez un bureau personnel ou vous avez une salle de travail qui est personnelle ou qui est personnelle. C'est les deux scénarios possibles, c'est vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Du coup, on va venir ventiler en fonction de votre présence ou de si vous n'êtes pas là. Au mieux, si vous n'êtes pas là, on ne ventile pas, ou au minimum. Le deuxième cas sur la présence intermittente, c'est avoir l'image de l'occupation d'une pièce. Imaginons une salle de réunion qui peut être prévue pour jusqu'à 20 personnes. Dans cette salle de réunion, et surtout en plus actuellement avec le Covid, le télétravail, il n'y a pas toujours tout le monde au bureau, en tout cas le moins possible. Et sur cette présence intermittente, dans cette salle de réunion, il va y avoir 5, 8, 10, 15, 20 personnes présentes. Cette présence intermittente-là, pour venir la réguler, on va devoir venir se concentrer sur un polluant qui est le CO2 pour avoir l'image de l'occupation de la pièce et venir ventiler vraiment en fonction de cette image-là. Donc vraiment en fonction de la demande. En fait, c'est l'offre et la demande, meilleure ventilation. Alors, le VAV, la mise en place de la modulation de débit, c'est des registres, mais c'est pas seulement des registres, c'est aussi, on y revient, la régulation embarquée. Petit exemple. Du coup, ce petit exemple sur le fonctionnement d'une installation avec un registre à croix de mesure OptiDrive par chez nous. Sur un bâtiment de bureau, vous avez 3 bureaux, donc c'est l'étape 1, vous voyez, vous êtes en ventilation moyenne. Une personne se trouve dans le bureau numéro 3, le registre est ouvert, le taux de CO2 est important. Nous sommes sur le point orange de la courbe aérolique à gauche, et la ventilation se passe comme ça. Tout le temps, la personne disparaît, enfin s'en va de son bureau, du bureau numéro 3, le registre se ferme petit à petit, la pression monte dans le réseau, mais le ventilateur ne va pas venir contrer cette pression-là parce que justement, avec cette régulation embarquée, on va la paramétrer en pression constante, en VAV, volume d'air variable. Au lieu d'aller monter directement sur sa courbe, alors je ne vais pas trop faire technique, mais au lieu d'aller monter sur sa courbe enveloppe et aller chercher un point de pression pour contrer le réseau, ce que la régulation va faire, c'est qu'à la même pression, elle va venir chercher une courbe, d'où l'importance aussi des moteurs ECM, la possibilité d'affiner le contrôle du moteur. Elle va venir chercher une courbe pour se caler à la même pression à un débit moins important. On le revoit sur le picto de l'étape numéro 2. Votre pression est plus haute, enfin, équivalent je suis un peu plus haute, mais la ventilation a diminué. C'est le fonctionnement du VAV, c'est-à-dire que vraiment, dans l'optique de moins ventiler ou de ventiler sur des taux minimums, en fonction de l'occupation, que ce soit CO2 ou que ce soit sur de la présence ou que ce soit sur une autre typologie de polluants. Ça, c'était pour le fonctionnement en VAV et des régulations embarquées. On parlait des consommations énergétiques et quoi de mieux pour contrer une consommation énergétique que de l'effacer. Donc ça, c'est le but du système d'énergie. On va venir avec le système d'énergie, on va venir parler d'une ventilation autonome. Alors autonome, pourquoi? Forcément, ça marche tout seul, mais en fait, là, avec l'association d'un panneau photovoltaïque et d'un caisson de ventilation ou d'une machine double flux, on va pouvoir vraiment effacer la consommation énergétique du poste de ventilation par la production photovoltaïque, par une production ENR en fait, du bâtiment qui va venir alimenter directement le produit. Il y a ce petit post-it de droite, du coup, il y a 3 points qui sont intéressants avec cette offre-là, c'est de choisir le ou les produits qu'on souhaite effacer la consommation. Donc, du coup, on ne s'arrête pas à une typologie de produit type caisson C4 ou ventilation double flux.
comme là, on parle de production d'électricité, tout ce qui consomme de l'électricité est effaçable, du coup, par conséquent. Le deuxième point intéressant, c'est le dimensionnement en toute autonomie. Je vais vous montrer un petit exemple juste derrière. C'est-à-dire que, en fait, on ne va pas avoir besoin d'aller sur site, de faire des masques solaires ou quoi pour avoir un prédimensionnement du kit, en tout cas du système d'énergie. Et c'est une offre plug and play avec prestation. Pourquoi? Parce que déjà, le kit arrive complet. Et sur la prestation, on est là en tant qu'accompagnant sur l'avant-mise en chantier, c'est-à-dire qu'on va venir accompagner l'installateur sur l'avant-mise en chantier pour déjà faire un pour faire un listing de tous les produits qu'il a reçus et voir un peu dans le bâtiment comment ça peut s'assembler, faire un check-up de ça avec lui en avant-chantier et revenir ensuite sur la mise en service pour comparer les deux et surtout pour la mise en service du produit. Donc l'offre aux énergies, c'est quoi? Je vais boire un petit coup d'eau, j'ai soif. Désolé. Du coup, fonctionnement d'installation des énergies. Donc un panneau photovoltaïque, je ne vais pas vous refaire un peu ce que c'est. Donc du coup, on va produire en fonction de l'ensoleillement, on va produire une certaine quantité d'énergie qui va passer par un qui va venir, c'est la toute chaîne tout en haut, qui va venir alimenter un produit français. Donc une question de ventilation ou une question de ventilation ou une machine double flux. En cas de fort ensoleillement, si la machine, en tout cas la machine de ventilation ne peut pas consommer tout ce qui est produit par le capteur solaire, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'armoire électrique, en tout cas onduleur et smart control, on va avoir une redescente sur le réseau et c'est là où on va commencer à parler d'autoconsommation du bâtiment. C'est-à-dire que l'énergie qui n'est pas consommée par le produit français pour lequel il est dimensionné va être autoconsommée par les autres pôles du bâtiment, lumière, tout ce que vous pouvez avoir, lumière, chauffage, clim. Bref, ce qu'on appelle d'autoconsommation. Dans le cas où à l'inverse, dans le cas où l'ensoleillement est faible, ou on ne va pas produire suffisamment d'énergie pour de ventilation. Et dans ce cas-là, on va venir faire un panaché aussi avec l'énergie du réseau électrique EDF. Classiquement, on va venir alimenter ce qui manque, ce que le panneau ne peut pas produire, directement par le réseau et par le DGBT. Donc voilà, ça c'est à peu près le synoptique du fonctionnement du système d'énergie. C'est installé, c'est tout bête. Tant que ça produit, ça alimente soit le produit. Si c'est en surproduction, ça va alimenter d'autres pôles du bâtiment. Et si c'est en sous-production, il n'y a pas de souci, la produit de ventilation va fonctionner quand même, mais avec une consommation énergétique amoindrie parce que le panneau fonctionne aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement de l'autoconsommation du système d'énergie. Je vous avais parlé du dimensionnement autonome, enfin rapide, efficace, autonome. On va prendre un autre exemple, donc j'aime bien les exemples. Donc un petit cas d'étude sur un cabinet médical où on va vouloir installer une petite double flux pour 500 m3 150 Pascal. Bref, on va éditer la fiche de sélection qui va bien sur la Powerbox taille 600 verticale. Je fais de la pub pour la Powerbox du coup, et on va voir qu'on a une puissance consommée électrique sur la double flux qui est de 300 watts, 0,3 kW. Pour ça, je vais avoir un truc, tout simplement, merci pour l'RG Récup. Donc RG Récup, c'est le logiciel pour sélectionner la centrale. Pour cela, je vais prendre mon smartphone ou une page web. Je vais aller sur la petite application Zénergie ou la petite application Francière pour aller cliquer sur le Zénergie et je vais avoir un dimensionnement qui va être fait en 6 étapes. Je ne vais pas vous le faire en détail, on ne va pas le faire ensemble, je vais juste vous le montrer. Mais du coup, sur la première étape, on va vous demander votre adresse email et on va vous demander la puissance électrique consommée du produit, celle que vous avez retrouvée juste avant sur la fiche de sélection. Première étape. Deuxième étape, le département d'installation du kit d'énergie. C'est-à-dire qu'on va, par ce biais-là, on va pouvoir avoir des masques solaires, on va pouvoir connaître aussi les vents dominants. Je vais développer, mais ça va nous permettre de connaître un peu plus la situation du kit. Donc, on choisit son département d'installation et on passe à la troisième fenêtre. À la troisième fenêtre, on vous demande la pose des capteurs en toiture terrasse. Comment c'est fait? Là, vous avez deux choix sur un capteur lesté inclinaison 6 degrés ou un capteur fixé inclinaison 60 degrés. Le choix est fait sur des régions où les vents ne sont pas très dominants. Sur une région type Mistral dans le sud-est, on ne va pas laisser le choix, on va avoir des capteurs lestés à 6 degrés, tout ça pour pas que la structure s'envole avec les panneaux. En fait.
On parlait des vents, du coup, hop, on parle de l'objectif attendu. Sur quoi on veut tendre au dimensionnement du système d'énergie? Un dimensionnement pour un optimal technico-économique, c'est-à-dire sur la production équivalente de 30%, ou un dimensionnement à 0 € pour tendre à compenser le coût du fonctionnement du produit associé. Donc généralement, là, moi je vous ai présenté pour tendre justement à effacer complètement la consommation énergétique du produit. C'est un choix qui est donné déjà de base sur la 4e étape de sélection. On choisit et encore on passe à l'exemple suivant, enfin à la fenêtre suivante. Type de fonctionnement de l'équipement. Donc c'est soit pour un fonctionnement continu, type VMC, dans la plupart des cas, pour une application tertiaire bureau. Pourquoi bureau? Parce qu'on sait que en bureau, on va pas consommer, on va pas consommer ce qu'on produit le week-end. Donc tout se rejoint. Ou pour une application en enseignement. Pareil, avec des creux, avec des vacances. On passe, on continue sur le smartphone et la capacité électrique totale du bâtiment. Là, c'est juste une question pour savoir si le système est dans le bâtiment, intégré dans le bâtiment, est capable d'auto-consommer le surplus énergétique ou non. Simplement. On finit par l'orientation des capteurs. On parle d'énergie photovoltaïque, donc d'énergie solaire, c'est super important. Là, c'est pareil, c'est juste pour avoir un postulat, un léger postulat de l'orientation des capteurs pour connaître la production. On termine et on finit. Dernier écran, dimensionnement estimé en kilowattheure par an. Et si on clique sur envoyer un mail, et là, on a tout ce qu'il nous faut pour le dimensionnement du kit. Dernière petite fenêtre que je vous présente, c'est le mail qui vous est envoyé. Donc, en plus de toutes les documentations qui vous est envoyées par rapport à ce dimensionnement-là, on va retrouver l'empreinte en sol, le nombre de capteurs, la puissance et tout le kit qui va être fourni, le matériel, etc. Dans l'exemple que je vous ai donné pour 300 watts, on voit que j'ai 4 capteurs photovoltaïques sur une empreinte au sol de 10 mètres carrés. Donc voilà, ça c'était pour le petit exemple complètement autonome, facile et avec un smartphone. On est dans l'air du temps. Et les actions pour réduire les consommations énergétiques, si on fait un global de tout ça, du coup, c'est la ventilation régulée. Pourquoi? C'est réguler toujours au juste débit et à la juste présence de l'usager. On ne va pas s'amuser à à ventiler les fenêtres ouvertes. On va avoir une ventilation performante qui s'appuie du coup sur des objets, sur de la technologie, sur des échangeurs, les échangeurs de chaleur, sur de la technologie, je vais me perdre encore une fois, de la ventilation performante sur les échangeurs, sur la régulation et sur la consommation énergétique, par les motorisations SCM par exemple. Et 3, une ventilation autonome, parce que quoi de mieux quand on parle d'efficacité énergétique que d'effacer la consommation. Et ça, c'est vraiment le packaging au niveau ventilation qu'on peut vous proposer. Et du coup, normalement, je redonne la parole à Yann. Absolument, merci. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur un planning, je dirais, de mise en application et de fonctionnement sur la partie décret tertiaire. Alors, attendez, j'ai un petit souci avec mon affichage. Je vous demande une petite seconde. Voilà, pardon. Donc, on raisonne en termes de planning prévisionnel. Dans ce planning prévisionnel sur la partie décret tertiaire, donc là, je parle uniquement de décret tertiaire. On a parlé tout à l'heure de l'année de référence et donc de définir cette année de référence pour pouvoir avoir, je dirais, un jalon pour travailler sur la partie plan d'action et modulation. La deuxième étape va être, je dirais, de pouvoir transmettre les premières informations sur la plateforme qui est dédiée, qui s'appelle la plateforme Opera, pour, je dirais, un peu figer tout ce qui est aspect consommation. Et dans un deuxième temps, ça va être de travailler sur ce plan d'action, cette modulation. Comment je vais pouvoir être dans les lignes de ce qui est souhaité par le décret tertiaire. Donc, définir un plan d'action. Et dans un troisième temps, c'est, je dirais, la partie purement décret, mise en application et mise en œuvre. Alors, sur l'accompagnement, il existe plusieurs types d'accompagnement, notamment
un accompagnement qu'on a souhaité, je dirais, décaler en 3 parties. Première partie, c'est tout simplement d'aider à répondre aux premières obligations réglementaires, donc d'enclencher un petit peu la machine, si vous voulez. C'est ni plus ni moins que la compilation sur la plateforme Opera pour être en adéquation avec les objectifs qui sont définis en 2030. Donc, première échéance, rappelons 2030, 2040, 2050. On peut aller travailler sur un accompagnement qui est un peu plus poussé, où là, on va créer un plan d'action, notamment via des études adaptées et voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de performance énergétique. Ça va passer par des modélisations, ça va passer par une évaluation et de voir comment vous pilotez l'aspect énergétique. Et un troisième accompagnement, lui qui est plus dans la notion de pilotage et de surveillance, où là, l'idée, c'est de pouvoir implémenter un outil de supervision qui existe déjà. C'est pas non plus l'idée, c'est pas de recréer, je dirais quelque chose de nouveau, mais d'implémenter un outil de surveillance. Voilà les types d'accompagnement qui sont possibles au travers des produits qu'ont pu évoquer mes collègues de chez Francaire. Il y a aussi une approche accompagnement sous l'œil assistance à maîtrise d'ouvrage. Si on passe sur la partie planning prévisionnel, sur la partie RE 2020, on rappelle un peu les échéances. Concrètement, au niveau du planning, la date d'application initiale était en janvier 2021. Alors, il est très fortement probable, que la date d'application soit reportée au vu du contexte sanitaire et de la difficulté, je dirais, de mise en arbitrage et d'arriver à mettre tous les parties d'accord, très probablement sur juillet 2021. Et on parle aujourd'hui très fortement aussi de 2022. Donc, c'est à se demander si on parlera vraiment d'une RE 2020, mais plutôt d'une RE 2022. On voit beaucoup d'articles de presse qui commencent un petit peu à évoquer le sujet. Sur la même base, et encore une fois, il faut avoir un petit peu ces deux volets en tête. Il y a plusieurs accompagnements possibles sur la partie RE 2020. On décompose en deux parties. L'aspect purement volet énergétique, où l'idée va être de pouvoir travailler sur les choix de mode de constructive, sur avoir cette approche en conception des nouveaux indicateurs et de quelles informations quelles indications en fait ils vont pouvoir nous donner et comment on les exploite. Et au travers de ça aussi, ça va être de voir aussi, et les deux sujets sont très clairement intimement liés, c'est la nature des matériaux et leurs conséquences. C'est-à-dire que vous implémentez, même sur le volet énergétique, on va faire le parallèle avec l'aspect carboné, mais encore une fois, les systèmes, la nature des matériaux que vous allez mettre en place dans votre projet bâtimentaire va avoir évidemment des conséquences directes au niveau énergétique. Et après, c'est aussi d'avoir cet aspect des choix qui ont été faits en conception et de comment ils se retraduisent en chantier et comment on les mesure, on est bien dans cette notion d'atteinte en cours de chantier, en fin de chantier, et puis derrière de livrer un bâtiment qui soit conforme à l'ARE 2020 et au choix évidemment du client ou du maître d'ouvrage. Sur l'aspect carboné, il y a toute une approche analyse de cycle de vie qui est en pleine révolution depuis plusieurs années. On parlait d'indicateurs au niveau énergétique, il y a évidemment des indicateurs au niveau carboné. Et concrètement, c'est de quelle façon on va pouvoir justifier de l'atteinte d'une performance carbonée sur les matériaux qui sont utilisés. Je fais un petit focus sur l'aspect béton bas carbone. J'aime pas vraiment ce terme. Aujourd'hui, on peut parler de béton moins carboné. Béton bas carbone, je pense que c'est un terme qui est un petit peu usurpé. Derrière, de quelle façon on va pouvoir justifier qu'on utilise un béton bas carbone, quels sont les indicateurs qu'on va prendre en considération, sur quelle base de FDES, de fiches produits, on va pouvoir se baser pour justifier de cette atteinte.
Et la logique est la même sur tous les matériaux qui vont être utilisés pour justement travailler sur ce volet carbone de la RE 2020. Donc, il y a aussi un gros travail qui est fait actuellement, que ce soit par les fournisseurs de béton, que ce soit par les fournisseurs de matériaux biosourcés ou de matériaux d'une façon générale, pour donner cette transparence qui va être indispensable pour pouvoir travailler efficacement sur le volet carboné de cette nouvelle réglementation. Je fais un dernier passage sur une dernière explicatif sur je dirais sur Socotec Immobilier Durable, qui est une filiale qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans au sein de Socotec et qui travaille sur 2 approches, une notion de conseil et d'accompagnement dans la transformation durable dans le monde bâtimentaire, mais aussi transformation durable et digitale. Au travers d'un réseau de consultants un peu partout en France. Aujourd'hui, on a quasiment une trentaine de consultants en bâtiment durable et un peu plus d'une dizaine de consultants en performance énergétique qui couvrent un petit peu toutes les typologies de labels et qui sont là au mieux pour vous accompagner sur ces sujets. Je laisse la parole à, je pense, Céline, qui va Oui, tout à fait. de ses offres. Merci Yann. Donc effectivement, nous, Francer, donc on est un concepteur, distributeur de systèmes de traitement d'air pour le bâtiment tertiaire, habitat, hygiène hospitalière et cuisine professionnelle. On s'occupe de tout ce qui est ventilation, récupération d'énergie, diffusion, protection incendie, chauffage clim, filtration. Mais surtout, on associe finalement nos produits pour proposer des solutions complètes fonction des typologies de bâtiments. Donc, vous pouvez retrouver notre guide tertiaire. Tout à l'heure, Flavie vous a envoyé le lien. Donc, c'est un guide tertiaire de conception aérolique. Donc, par segment de bâtiment, vous allez retrouver la meilleure manière de concilier qualité d'air et performance énergétique avec des produits adaptés, des solutions adaptées. Vous y retrouverez des associations de produits intégrant, par exemple, les énergies que vous a présenté Rudy, la modulation de débit, les centrales double flux, etc., combinés pour pouvoir avoir les meilleurs scénarios possibles en fonction du typologie de bâtiment. Merci Flavie pour le lien. En conclusion de ce webinaire qui a été chargé en information, donc on sait que finalement le confort d'été et la performance énergétique qui sont des points importants des différentes réglementations en cours d'application ou à venir, finalement peuvent être solutionnés ou peuvent être traités par des points de ventilation. Donc, au niveau des réductions, des niveaux de réduction de consommation d'énergie attendus via le décret tertiaire, par exemple, il sera dépendant finalement de l'état des lieux qui sera fait au départ, du plan d'action qui sera à dérouler et en face duquel on pourra mettre des solutions techniques qui existent déjà techniquement en matière de ventilation. Mais la priorité, c'est vraiment de démarrer au plus tôt votre état des lieux et de constituer finalement un catalogue de solutions qui pourront être mis en place en face de chacun des besoins en matière de plan d'action. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Yann, sur cette partie conclusion. Alors, c'était parfaitement résumé et je ne vais faire que répéter un petit peu ce qui a été dit, mais concrètement, on est dans une autre approche très différente de ce qu'on a pu faire sur la RT 2012, et tant mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont et beaucoup d'idées qui sont bousculées et je dirais de nouvelles expérimentations qui vont être faites. La réglementation va aussi dans ce sens-là. C'est ce que disait Rudy aussi sur la GTB, des nouveaux matériaux qui vont devoir être testés. Donc, on est sur une approche complètement nouvelle, mais très innovatrice. Et encore une fois, le label expérimental que certaines opérations ont pu tester, voilà, met un premier pas vers cette réglementation environnementale qui fait le choix de ne pas seulement travailler sur l'aspect énergétique, qui est évidemment indispensable, mais aussi sur l'aspect carboné, en mettant l'utilisateur au centre de son projet.
Donc l'idée, voilà, effectivement, il y a une notion d'état des lieux. Je finirai là-dessus. Il y a une notion d'état des lieux, de savoir sur quoi vous partez, quels sont l'état de vos installations et surtout comment vous souhaitez vous faire accompagner sur l'aspect énergétique, carboné, en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sur l'aspect produit. Quels sont les choix de produits et le type de surveillance dont a très bien parlé Rudy et Céline tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Bien, merci. Merci Céline, merci Yann, merci Rudy. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne peut-être 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Je vais déjà en répondre à une concernant la présentation. Oui, vous l'aurez. On vous mettra à disposition le replay de ce webinaire. On vous l'enverra par emailing et vous aurez accès à toutes les réponses de vos questions sur celles éventuellement dont on n'aurait pas eu le temps de répondre. Également sur la FAQ, sur le site internet france-r.com. Ce que je vous propose pour répondre aux différentes questions, c'est qu'on fasse un petit tour de table. Céline, tu veux commencer par répondre à 2 petites questions, puis après on passera à Yann et puis à Rudy. Oui, très bien, merci Flavie. Eh bien, je vois une question qui me touche particulièrement. Donc, fournissez-vous des sondes de qualité d'air pour permettre d'adapter la ventilation et la modulation à la qualité d'air? Oui, c'est exactement dans le cadre justement des packages de solutions qu'on met à disposition dans le guide tertiaire. On fait état des différentes sondes de qualité d'air qui servent typiquement à piloter la ventilation. Donc, soit une sonde, par exemple, sur le CO2, sur les COV, sur l'humidité, soit des sondes qui combinent ces paramètres, ou encore des sondes intelligentes qui vont venir sur des critères physiologiques comme la performance au travail ou la santé, par exemple, dans une crèche, venir agir sur la ventilation en fonction des paramètres mesurés. Donc oui, tout à fait. Il existe des tas de sondes de qualité d'air qui permettent de piloter la ventilation et ça nous aide aussi à avoir une bonne qualité d'air tout en ayant une bonne performance énergétique puisqu'on va actionner la ventilation selon le juste besoin. Et le besoin reste à définir fonction des critères soit physiologiques, soit des critères prioritaires à mesurer dans le bâtiment par rapport aux populations y vivant. Donc là, c'était une première question. J'ai eu une deuxième question concernant l'augmentation du renouvellement d'air dans une pièce pour diminuer les taux de pollution interne qui risquerait d'entrer en collision finalement, de faire entrer finalement la pollution depuis l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il existe des filtres justement dans les centrales double flux qui permettent d'agir sur l'air neuf. Et il existe aussi des systèmes de caissons d'air recyclés qui permettent finalement, lorsqu'il y a un pic de pollution extérieure, finalement à favoriser le recyclage via une filtration de l'air pour éviter de faire entrer trop d'air extérieur pollué. Mais on peut vous accompagner aussi sur le choix de vos filtres par rapport à une ambiance extérieure, à une attente intérieure. On peut vous proposer des niveaux de filtration par rapport à cela pour éviter justement de faire entrer de l'air pollué qui serait dont la capacité de filtration ne serait pas en adéquation avec la pollution. Super, merci Céline. Yann, est-ce que vous pouvez répondre à 2 petites questions Bien également? sûr, avec grand plaisir. Donc, il y a une notion, on parlait tout à l'heure d'étanchéité des bâtiments. J'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. En fait, les exigences d'étanchéité à l'air vont être rehaussées. Donc, très clairement, effectivement, on arrive un peu à ce syndrome dont on a tous entendu parler, qui est un peu aujourd'hui, on fait des bâtiments qui sont très étanches, peut-être un peu trop par rapport aux bâtiments qu'on pouvait construire il y a encore quelques années. Mais oui, on va plutôt vers cette tendance-là de faire des bâtiments de plus en plus étanches et comment dire, le curseur est clairement rehaussé. Pour répondre à la question par rapport à l'étanchéité des bâtiments, les débits réglementaires actuels sont-ils toujours adaptés? Clairement, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait à ce niveau-là, sachant que, comme je vous ai dit, le niveau d'étanchéité va être revu à la hausse.
Alors, oui, effectivement, je prends la question, une autre question qui concerne les bâtiments étant de plus en plus étanches, ne plus ventilés en inoccupation, ne risquent pas d'entraîner des soucis de qualité de l'air et des phénomènes de condensation. Oui, c'est probable. Effectivement, on peut avoir des problèmes des sujets de qualité d'air qui peuvent remonter. Encore une fois, les outils de pilotage, je laisserai mes collègues de français le développer, mais les outils de pilotage qui sont aujourd'hui mis en exergue, que ce soit au travers d'un choix volontaire de la maîtrise d'ouvrage ou au travers d'une certification environnementale, vont permettre de mettre aussi des curseurs. Je prends l'exemple d'une certification dans le cadre d'un bâtiment tertiaire, une certification BREEAM. Il y a aussi des critères qui permettent par rapport aux choix qui ont été faits au niveau conception, de pouvoir piloter derrière et de surveiller ces différents niveaux, que ce soit au niveau des composés organiques volatiles, des formaldéhydes. Et je sais que Francaire a ils en parleront beaucoup mieux que moi parce que je ne suis pas très calé là-dessus. Ils ont des outils qui permettent justement cette surveillance et d'avoir, comme le ferait finalement au niveau énergétique une GTB, d'avoir des outils de pilotage. Je crois que c'est Oxeo, mais que je vais peut-être me faire gronder par ces... L'Oxeo Touch, oui, c'est ça. Des bons, ouf. Voilà, donc ces outils-là aussi, aujourd'hui, sur lesquels il va falloir repenser un petit peu le bâtiment et de se dire quels sont les points qu'on veut surveiller. Bon, évidemment, la question de la GTB aujourd'hui ne se pose plus, à mon sens, mais aussi au niveau de la qualité d'air. Parce que, et je finirai là-dessus, on n'est plus dans une notion de développement durable classique, on est aujourd'hui passé au niveau bâtimentaire à ce qu'on appellerait on est centré sur l'utilisateur. Je voulais chercher le terme en anglais, mais on est centré sur l'utilisateur et la qualité d'air en fait partie et fait partie justement de ces sujets au niveau pilotage. Je laisse la parole à mes collègues qui vont parler du module. Merci Yann. Et puis pour finir, Rudy, si tu veux bien nous répondre à deux petites questions également avant de clôturer ce webinaire. Yann, par rapport au pilotage et par rapport à la qualité d'air et phénomène de condensation qui se concentre, c'est tu l'as bien vu, on va pouvoir proposer aussi une sonde de qualité d'air, une sonde QAI, ce qu'on appelle intelligente, qui va pouvoir venir mesurer différents polluants au même moment pour en sortir ce qu'on appelle un signal, enfin, il va prendre tout un effet cocktail par rapport à des mesures, tout ça, pour en sortir un seul et unique signal pour venir piloter la ventilation. Alors, je vais pas m'avancer, je vais pas dire de bêtises, mais c'est des sondes qui sont paramétrables aussi sur des niveaux well, par exemple, sur le well impose par rapport à des qualités d'air. Je me fais féliciter, c'est beau. Sur des seuils à respecter au niveau well, la sonde va pouvoir être placée pour surveiller ces seuils-là et ventiler en fonction de ce qu'on appelle l'effet cocktail du coup de ces différents polluants, parce que un bâtiment qui est de plus en plus étanche, on va se voir arriver un cocktail de polluants arriver dans les mêmes pièces. Et c'est sur ça qu'on va devoir travailler demain, pas seulement sur CO2 ou l'hygrométrie comme on a l'habitude de le faire, mais vraiment sur tout le reste, les formaldéhydes, sur les NOx, enfin vraiment sur tout ce panaché-là de polluants. Donc ça, c'était pour répondre à cette question-là. On va la compter comme une question. Et du coup, j'en ai vu une qui me semblait intéressante, comme ça, moi, pour mettre bien au clair. Comment stocker, vous, l'énergie pour le système d'énergie, hydrogène, batterie, etc. Ce n'est pas stocké. L'énergie n'est pas un système de stockage, c'est un système d'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de parc de batterie, on n'a pas de pile à hydrogène, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire qu'on va consommer ce qu'on produit. Un peu comme une centrale, en fait, une centrale électrique. On consomme ce qu'on produit. En cas de non-consommation du bâtiment, on va avoir un smart meter, enfin, on va avoir un élément électrique qui va venir désaccoupler les panneaux photovoltaïques du réseau ou pour pas venir pousser un peu la consommation électrique sur un réseau qui est vide et qui ne consomme pas. Donc voilà, il n'y a pas de consommation, c'est vraiment de l'autoconsommation, c'est production, consommation, c'est tout. Je sais, Flavie, que tu avais dit que c'était la dernière question, mais je vois une question qui peut être intéressante pour tout le monde. C'était concernant justement le pilotage de la ventilation sur sonde. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport au détecteur de présence. Est-ce que ça risque pas de démarrer et d'arrêter la ventilation ?
en fait, il faut bien choisir finalement son mode d'identification de présence de l'occupant. Si, par exemple, on a une occupation complète durant la journée et la nuit, personne, donc effectivement, le détecteur de présence est très adapté à ce mode de fonctionnement. Par contre, si en permanence des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, il vaut mieux utiliser d'autres types de sondes qui vont finalement moduler le fonctionnement de la double flux type CO2, etc. Donc effectivement, c'est intéressant, c'est important de se poser de choisir son mode de modulation par rapport à son type, son scénario d'occupation du bâtiment. Merci. Merci Céline pour cette dernière question. Écoutez, voilà, ça fait une propose qu'on arrête là. Vous inquiétez pas, on répondra à toutes vos questions. On vous les enverra par mail avec le replay. Je vous invite également à vous rendre sur le site france-r.com. Vous retrouverez toutes nos actualités. Vous retrouverez donc le replay de ce webinaire, la FAQ, également plein d'autres contenus qui soulèvent des problématiques techniques avec des experts qui y répondent sous forme de livres blancs, de dossiers techniques, de réglementation. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir Yann, à bientôt. Merci beaucoup.